Et c'est parti du coup pour cet échange. Donc c'est Reconquête et revendications identitaires autochtones. Devant vous, vous aurez donc Alan Clark qui représente le film de Dark Emu Story, Maurizio et Zaya Benazzo pour Mauri, vous avez Fred Fontes pour Stamba Blo Fridom et un peu plus tard, Mareva va nous rejoindre pour l'association Litera Maori. Du côté de la modération, je vais laisser la parole à Myriama Bono et c'est donc maintenant qu'on commence cet échange. Yorana, bonjour à tous et merci à mes invités d'être là. Donc pour parler de un sujet très large, hein, reconquête et revendications identitaires autochtones. Alors un axe identitaire et j'allais dire même historique. On va parler de savoir, on va parler de transmission et on va parler aussi de détenteurs du savoir dans cette table ronde. Alors, j'ai fait l'exercice hier et je vais vous redemander, je vais vous poser la même question. J'aimerais savoir, donc pour chacun d'entre vous, et on va commencer par toi, Alan, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? Pourquoi vous avez fait ce film? Pourquoi tu as décidé de faire un film sur The Dark Emu? I decided to say yes to the project because I was actually approached by our production company, Blackfella Films, who wanted to sort of explore the controversy around this book that rewrites Aboriginal history. And it was an incredibly controversial book in the beginning, and I was hesitant because it was a very nasty kind of racist controversy towards the author, towards the book. And after I thought about it a bit, I thought, well, I think it's a really important thing to explore why Australians were so angry about a book that shows a part of Aboriginal culture and history, pre-colonisation, that differs from the white text. And so once I had that idea, I said yes, and that was kind of my drive to make that film was to kind of explore the racial fault line in Australia and why that still exists. Merci, thank you. Juste pour ceux qui sont dans le public, si vous avez besoin de traduction simultanée, parce qu'il y aura beaucoup d'anglais, n'hésitez pas à demander aux bénévoles qui sont là. Voilà, si vous pouvez avoir la traduction simultanée, n'hésitez pas à demander. So, same question for both of you. I don't know who is going to respond, or the both of you. Yeah. Yeah, so it's a bit strange to be talking about indigenous identity as being white Europeans, although I do have my indigenous roots as well in the country I come from. But the intention with the film, and it's actually a series of films that we're working on, was to explore the impact of colonialism on indigenous cultures, lands, identities, and the deep wounds that colonialism has created for these communities. So that was the intention for the exploration. And we were treading very careful not to repeat what colonialist approaches have done in the past, to go and extract the culture, to extract the wisdom and represent it and use it for our own understanding or our own healing. So the intention was really to inform our audience that is non-indigenous and learn the real history, what happened to those communities and what they're grappling with now decades. And some of them are still colonized. They're still not free. They're not ready to talk about decolonizing because there is nothing post yet. Post-colonialism is not happening in many of the places we visited. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, can you just tell us, because you said it's a series, so the film is about in New Zealand, Aotearoa, but which are the other countries? Yes, so we have visited two different communities in Brazil, Munduruku and Guarani Kaiowá.
Greenland, Canada, 2 different indigenous nations, actually 3, Haida Gwaii and Alkali Lake, Sheshwepmink, Arizona Dene, Kenya Maasai, Maasai people, and am I missing someone? You're missing the Australia. Australia, New 3 Zealand, different yes. Aboriginal communities where we visited. And all of them, we wanted to capture the uniqueness of the culture and the expression and the cosmologies and the beliefs, but also the similarities, how many of that has been flattened by colonialism. C'est très ambitieux, ça fait beaucoup de pays. Ouais, mais, but we have, yes, it's very ambitious, was not the idea originally. We wanted to make one film that covers them all. But when we went in all these locations, we find ourselves that we had amazing stories. We had incredible access. And it was unfair, if you wish, not to tell the specific story. Like Mauri, the footage in Mauri, they would be maybe 3 minutes in the main film. How can we not say those stories? And yeah, so here we are, with 12 movies to release this year. Et donc toi, Fred? Oui, donc déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ce plateau. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je vais essayer de m'exprimer sur ce thème. L'idée de ce film... Merci. L'idée de ce film, en fait, elle est née au Vanuatu. Donc j'étais là-bas avec mon ami, collègue Marcel Melto, avec qui j'ai fait ce film. L'idée, elle est née, on se rapprochait en fait des 40 ans des célébrations de l'indépendance du Vanuatu. Et tout simplement, on a voulu marquer le coup à ce moment-là et essayer de faire un film qui aurait dû sortir donc, à ce moment-là, en 2020, et d'aller donner la parole à toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer sur ce sujet publiquement, on va dire, donc tous les gens dans les villages, dans les îles du Vanuatu. Et voilà, donc l'idée est partie de là, de donner voix en fait à toutes ces personnes-là. Et donc le Vanuatu est indépendant, donc la problématique est différente avec mes amis ici de Nouvelle-Zélande et Australie. Donc c'était plutôt un regard sur ce qui s'est passé auparavant, enfin c'est pas tellement sur le présent, mais sur ce qui s'est passé. C'est un travail de mémoire en fait qu'on a fait. Et voilà, en gros pour l'idée, c'était vraiment pour donner voix à ces gens-là. Alors, Mariva nous a rejoint. Merci Mariva d'être avec nous. Avec plaisir. Donc en fait, je posais juste la question de qu'est-ce qui leur a donné envie de faire ces différents films. Alors, il y a un fil conducteur évident hein, dans vos 3 films. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film d'Alan de Dark Emu, donc comme il l'a dit, parle de la controverse autour d'un livre et d'une nouvelle écriture, d'un écrivain qui va présenter une version différente en fait de l'histoire aborigène. Donc votre film se passe en Nouvelle-Zélande et là on est beaucoup sur j'allais dire les guérisseurs, ce rapport particulier à l'intangible qu'entretiennent les Maoris et donc on vient de le dire avec Fred dans une approche plus historique de l'histoire du Vanuatu et surtout de l'histoire de l'indépendance. Mais il y a vraiment un fil conducteur moi qui m'a marqué dans vos 3 films, et qui est un point essentiel je pense pour toutes les nations autochtones, c'est la question du savoir et de qui détient le savoir et de surtout comment est-ce que ces savoirs autochtones sont validés et sont quelque part même respectés. Parce qu'on a aussi cette notion de respect hein, qui, je trouvais vraiment un fil conducteur. Donc peut-être on va commencer avec toi parce que bon, c'est le film, j'allais dire, dans lequel ça apparaît de façon la plus violente. Marquée, c'est-à-dire cette opposition entre une écriture académique européenne, une façon de raconter l'histoire et de la diffuser, et puis une vision autochtone, locale, et ces 2 mondes s'opposent et ça fait une polémique énorme.
yeah, it's a big question. It's all right. Look, I think exploring this was like really important and very timely because Australia has been going through sort of a very big shift and a change in conversations around its relationship with Indigenous people. I'm Aboriginal. I grew up in my community. A lot of what is written in the book is not new to me. This book is not for Aboriginal people. It's for white people, and they're the ones who became enlightened and very kind of surprised that Aboriginal people had sophisticated and complex land management systems before colonisation, because the commonly held perception in Australia, and it's something that you're taught in schools as well, is that Aboriginal people were very primitive, that we were very primitive, that we were hunter and gatherer societies exclusively. We were nomadic. We didn't do anything kind of intentionally with the land to claim it. And that narrative is obviously from the English to state their case for terra nullius, to say that no one owns this land, so therefore we can claim it in the name of England. And so that goes right back to the beginning. So knowledge has always been withheld about how sophisticated my people are from the wider Australian community. And so it's sort of very fascinating to me because Aboriginal knowledge and Aboriginal stories have always been in Australia until very recently, always been told through a white lens or through white people who take our stories and put them out there. And unfortunately, Aboriginal people weren't allowed in those doors to tell their own stories for a long time. So you get this kind of melting pot of opinions from white Australians who are viewing us through the lens of non-Indigenous filmmakers. And I'm talking specifically about Australia, and because this is a conversation we've had a lot, because now there is capacity amongst younger Indigenous filmmakers, people like Rachel Perkins, who's here on the jury, sort of led the way in terms of kicking the door down and saying, look, nothing about us without us. And so I think it's incredibly important, to explore these issues and let's figure out how we, how do you start to rewrite historical wrongs? And I think that's why the book was incredibly popular, because Australians have been denied, any relationship with Aboriginal people unless it was negative. And suddenly they're going, oh, I can understand what they did with this country, and how they sustained the longest living culture, in the world, on the harshest continent in the world. And they did that through very complex systems that, not many people know about. But I think that, I'm not sure if that answered your question. No, it does. And add one thing. Basically, the whole point of colonization is to eliminate the existing culture and rewrite the history. And it's happening now with digital colonization, with the media, the use of the media, the story we hear about oppressed people. The real story doesn't come out. You see what happened in the West Bank, for example. You see what happened in many, many places in the genocides all over the world. The thing is, when, like we grow up as Aboriginal people knowing that we're denied that voice. And we go to school and we are taught we're primitive, but we know that's not true. So it's very hard to reconcile the image of what Australians think of us with the reality of what we're living. And so I think what's unique, particularly in this film, is this book just seemed to really ignite both sides, because on the other side, it also allowed, the right-wing kind of commentators, the Murdoch press, to really go. It actually went all the way up to the government to refer, to say this author is a fraud. And it's like, in what place is a book that
is essentially sort of giving you these incredible stories of ancient fish traps and agricultural practices in the rainforest and all of these things. In what world is that warrants such a intense backlash? And that, I think it's because in Australia we just have an inability to look backwards and truth tell. So these stories are incredibly important in that sense. Je dois dire que quand j'étais dans la salle et que j'ai vu le film, je trouvais ça, et je vais venir du coup à vous, je trouvais ça fou que ça ne soit pas évident qu'évidemment le peuple qui vit là connaît la solution et adapté à son environnement, qu'ils doivent quelque part le justifier, que ça ne soit venu à l'idée de personne. Voilà, il y avait une espèce de bouillonnement en moi. Je me disais, mais c'est juste du bon sens. Et c'est aussi quelque chose qui transparaît dans votre film. On suit, alors je ne sais plus combien, mais on suit plusieurs personnes qui, au travers de leur, j'allais dire leur pouvoir, mais c'est pas exactement le bon terme. En tout cas, leur quête de guérison. You don't hear it? Donc on suit plusieurs guérisseurs, j'allais dire, et leur lien très fort à l'humain, mais aussi à ce qui les entoure, comme je disais, à l'indicible, l'invisible, ce que tout Océanien connaît, est extrêmement fort, extrêmement puissant, et on a le sentiment, que quelque part c'est quelque chose qui n'est pas reconnu comme un vrai savoir, qu'il faut toujours justifier que c'est un vrai savoir et que c'est une vraie, qu'ils ont une aide effective. I just want to say that we started this film knowing that there might not be a film. There was an inquiry and we were asking for permission. So every step on the way, we asked for permission from the elders. And they would say, yes, no. They themselves had to ask for permission to share the knowledge with us. So it was done with so much respect and incredible learning for us as well. We knew that we had responsibility, that we were entrusted with that knowledge to represent it in the light that was shared with us. So the film, we didn't have release forms until very end, until the elders watched the film. They gathered together, they watched it together, and they said, yes, this helps us as well. This is not just a movie for white people, this is helping us as well. They were very proud. After that permission, we were able to release the film and to share it. And in the film, we were trying to keep the spirit in which the stories were shared, which is kind of circular, which is the indigenous knowledge is not linear. It's not like a beginning and an end, and then you have a conclusion. We kept the spirit of it's living, it's evolving, and it's shifting. It's eternal, and yet is very unique from moment to moment. And I just want to say that in New Zealand, the stories and what we saw in terms of healing it's almost like a map for many of us what's possible. We do see it as like, wow, they have really reclaimed so much of their own culture and identity. And in many other places we traveled, it would not be safe to this day if the indigenous people would share their stories. Their lives are endangered. For us, we have the privilege to arrive there, and if we are at risk, we risk way less than what they would risk. So beautiful. Yeah, in a way, in all these 12 reality we went visiting, we realized the different degrees of the impact of colonization. And as you said, the Maori culture is the one that is an example. Other places, like, the richest country in the world, the United States, is appalling. The reservation in the United States, people have no idea. I lived in the US for 40 years. I had no idea that people cannot make a well because they only can use the surface of the land, so they cannot get water. But there is a company upstream who is mining
and is polluting the river so they cannot use the river water. There are stories that are incredible in the most civilized, quote-unquote, places. New Zealand is way ahead, is a great example for each and every indigenous community of the world. So, yeah, and as I said, this movie has been guided. For us, it's been super important. First to ask our ancestors, and then to ask the ancestor of the land. And on that note, I just want to thank this incredible creature that is giving us shades. In the moment I entered here, I was in awe, and I'm still in awe. Thank you for being here, and the wind is kissing us. So, yeah. Alors, je suis contente d'apprendre que ce processus de demande que vous avez fait auprès des communautés, parce que c'est vrai que, bon, en 15 ans de FIFO, on a vu beaucoup de films sur la Nouvelle-Zélande, que je n'avais jamais vu ce type de pratique. Parce que bon, voilà, il y a des choses qui, dans les communautés océaniennes et dans les communautés en général, ne se transmettent pas comme ça. Donc c'est vrai que j'engage tout le monde à voir le film, c'est assez intéressant. Et ça m'envoie du coup à toi, Fred, où donc ton film, hein, comme je le disais, retrace l'histoire de la décolonisation du Vanuatu, qui est assez récent, relativement récent. Enfin bon, voilà, il y a une quarantaine d'années, et qui est un processus en fait assez méconnu. Alors nous dans le Pacifique, mais j'ai été étonnée aussi de réaliser que même au Vanuatu, visiblement, c'est pas forcément quelque chose qui a été documenté, dont les gens ont parlé. Donc il y a énormément d'interviews avec plein de personnes différentes, et j'imagine que ça a dû être quelque chose de complexe à mettre en place. Et également, quelque part, une lourde responsabilité que de pouvoir retranscrire la parole de toutes ces personnes. Alors oui, au sujet de la lourde responsabilité, oui. Surtout en tant qu'immigré au Vanuatu. J'ai eu la chance d'avoir été accompagné par Marcel, qui lui, est vanuatais. Ça a permis d'accéder plus facilement à beaucoup de gens, à beaucoup de paroles. Et le début de ta première question, pardon, excuse-moi. Oui, je disais, est-ce que c'est... Enfin, j'imagine que ça a dû être complexe de pouvoir réunir tous ces anciens et d'avoir... Parce qu'il y a beaucoup d'interviews qui sont faites. Et bon, voilà, dans le monde océanien, on sait que c'est pas toujours évident que les anciens s'expriment devant une caméra, surtout pour des choses qui sont aussi personnelles et même parfois difficiles pour eux. Alors, je pense qu'on a eu la chance de commencer ce projet au bon moment. Donc, comme je disais, on est arrivé sur les 40 ans de l'indépendance, et les anciens qu'on est allés voir, aucun en fait n'a refusé de nous parler ou a été trop réticent à parler, parce que ce sont des gens qui ont tous autour de 60 ans ou plus, et c'était pour eux le moment, un bon moment pour libérer leurs paroles et ce qu'ils avaient à dire. Parce que le sujet principal de notre film, c'est ce qui s'est passé entre Mélanésiens. On parle très peu des colons, de la France et de l'Angleterre. Mais cette particularité-là, justement, du condominium franco-anglais qu'il y avait, fait que les Mélanésiens n'avaient pas d'identité, n'avaient pas de nationalité. Ils étaient juste là, sur le territoire, alors que la France et l'Angleterre s'occupaient de ces citoyens ou de ces sujets. Et en fait, voilà, il y a une histoire avec un grand H qui est racontée, qui est enseignée dans les écoles. Et au fur et à mesure de nos rencontres avec Marcel, on s'est aperçu qu'il y avait autre chose qui n'avait pas été raconté. Et c'est là où je rejoins mes collègues, mes confrères et consoeurs sur le thème du savoir. Qu'il y avait des choses qui étaient sues, des choses qui ont été vécues mais qui ont été cachées par les anciens. Quand on faisait les interviews, il y avait souvent les jeunes qui étaient autour de la caméra, qui écoutaient ce que disaient leur père, leur oncle ou leur mère, leur grand-mère. Et ils étaient tout aussi surpris que nous d'entendre ce que disaient leurs proches. Et parce qu'en fait, toutes ces histoires ont été cachées, étaient restées dans comme on dit au Vanuatu, dans les cuisines. Et
Alors, est-ce que c'est par honte, par timidité? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on a fait ces interviews, les paroles se sont libérées. Les gens savaient plus ou moins quand on allait arriver dans les villages. Et on arrivait, on avait déjà en fait, des gens qui voulaient parler. Et ça a été relativement facile. Et voilà, donc c'est... comment dire, les gens nous ont plus remerciés de leur donner cette opportunité de s'exprimer que de nous fermer la porte au nez. Ça, c'est jamais arrivé, en fait. Voilà. Oui, non, on sent un besoin de parler très présent dans le film. On sent que les gens ont envie de s'exprimer, ça se sent. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Il y a eu... en fait, on a eu un seul refus. C'est le père Rodet, qui a eu un film qui a été fait sur sa vie, qui a été passé ici il y a 2 ans. Et un grand merci à Philippe Freling qui a pu recueillir ces paroles à ce monsieur. Mais sur le thème de l'indépendance, qui a été un moment difficile pour lui, il n'a pas voulu s'exprimer. Et c'est le seul refus qu'on a eu, en fait, d'une personne qui a vécu 60 ans au Vanuatu, qui a connu l'indépendance. Mais sinon, tous les Mélanésiens ont voulu et voulaient s'exprimer et parler. Alors, ça m'amène à un autre point qui, je pense, est une problématique soulevée par vos 3 films. Vous venez d'exprimer tous les deux la notion de permission, la notion d'un savoir qui est transmis de façon, dans les familles, qui est sacré. On vient de parler de cette difficulté parfois de s'exprimer devant les caméras. Or, on sait tous qu'on est dans une société encore où l'oralité est essentielle. Et versus l'écriture, on vient d'évoquer avec toi la tension que ça peut représenter, en fait. Et du coup, je suis ravie que Marie-Voix soit parmi nous, parce qu'on va parler de ça, aussi de l'écriture, de comment le savoir peut se transmettre, parce que pour vous qui ne le savez peut-être pas, donc Marie-Voix a été déléguée générale du FIFO, et est très impliquée évidemment dans le monde audiovisuel. Mais ce que vous ne savez pas aussi, c'est qu'elle est présidente de l'association Littéra Mauri, qui est une association en Polynésie française. On peut l'applaudir, parce que Marie-Voix a de multiples talents, mais est trop modeste pour les mettre en avant. Du coup, comme j'ai le micro, j'en profite. Elle est une autrice de grande qualité, et donc au travers de Littéra Mauri, le but de l'association est de promouvoir la littérature autochtone avec toutes les difficultés que ça peut représenter. Et donc voilà, je sais que je vais aussi poser la question à Alan, mais entre cette tension, entre cette tradition de l'oralité et ce besoin ou cette nécessité d'écrire, comment, toi, Marie-Voix, avec ton implication dans l'association, comment est-ce que tu vois les choses évoluer et est-ce que comment tu vois les nécessités arriver? Oui, alors, merci pour cette question, elle est très intéressante. Et alors, si on se limite au cadre de Littéra Mauri, de notre association, on remarque depuis quelques années déjà un rajeunissement de nos auteurs. On a de plus en plus de jeunes qui se mettent à écrire, qui n'adhèrent pas forcément à l'association en elle-même, mais c'est pas une obligation pour y être publié. Mais de plus en plus de jeunes gens, de jeunes filles se prennent à prendre la plume et à coucher leurs pensées sur papier et à nous envoyer des textes parfois. C'est juste un texte, quelques lignes, mais quelle que soit la forme, quel que soit le contenu de ce qui est écrit, malgré tout, l'écriture est un acte, alors je pense à Wallace, mais l'écriture reste un acte de résistance, quelle qu'elle soit, et aussi une forme d'expression de la pensée. Et si on considère ça, je trouve, et je suis assez rassurée de voir rassurée, confiante pour la suite, de voir que nos auteurs déjà se mobilisent et acceptent
Parce qu'au-delà d'écrire, il faut accepter d'être publié aussi. C'est vraiment une autre histoire. Et donc voilà, pour l'Itérin Maori, en tout cas, je suis très contente de voir que les jeunes Qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent et qu'ils acceptent d'être exposés. Alors Alan, par rapport à ton film, hein, c'est vrai qu'on sent cette tension que l'écriture apporte en plus. C'est un savoir qui du coup va être diffusé au-delà de la cuisine, j'aime beaucoup l'expression, au-delà d'une communauté et qui du coup va pouvoir se répandre plus largement, mais qui aussi du coup va devoir se confronter à une opposition auquel j'allais dire peut-être que les peuples océaniens ne sont pas forcément habitués non plus, parce que c'est pas dans les us et coutumes des cultures océaniennes en fait. La controverse, enfin voilà, tout ce... Yeah, and Mariva made a very good point that, you know, writing is sometimes an act of resistance. And in this case, absolutely, in my film, the book by Bruce Pascoe is a very direct attack on the kind of long-held view by white Australians of Aboriginal people. And so I think the challenge for me is, though, when you are trying to kind of look at the discourse around the book, the controversy, why a book would make such a fuss, why would there be controversy? And I think when you make the film, though, it's very important for me not to... I want, as big an audience as I can to watch this. I don't want to preach to the converted because, Aboriginal people, we know this stuff. This film isn't for us, This film is to challenge people outside of that, and whether it is by writing or whether it is by filmmaking, it is all storytelling. And in particular in Australia, Aboriginal culture is predicated on storytelling. We are very proudly the world's oldest living storytellers. We have the world's longest continuous culture, and we are an oral history. So moving into film or or telling these stories in a book like Bruce does directly challenges the status quo, I think, because once upon a time most people would not hear Aboriginal people. I mean, there weren't Aboriginal people on television until like the 90s in terms of mainstream television, and that was one, and there's and even today there's a lack of representation of those voices. So I think when you make something, you really want everyone to see it, whether they agree with it or disagree with it, and you want them to be challenged by it. And so the very act of Indigenous storytelling in the film is a really interesting way of enlightening people. And I don't want, it's fine if people disagree with it. And since the film came out, I've been attacked a lot. Yes, I've been in a lot of papers, a lot of terrible Sky News programs, and it's fine. I mean, this is the kind of world we exist in as Aboriginal filmmakers, because we have to kind of face the music. In terms of when we're challenging, that's how things get changed. But but the controversy is very important. Aboriginal people, we for so long we didn't have a voice. That but I think just by being born, it's just by its very nature, being Aboriginal is a political act. Just being Aboriginal in the country, so resistance and controversy is nothing new to us in terms of fighting for what we have. And so I think, it's really important that we continue those stories, whether it is through written text or film or audio. And it also, for me, is a future archive, because so many of our people pass away, our elders, and take the knowledge with them, because it is an oral history. So I have a real
sense of purpose in terms of I need to capture these stories. So in Dark Emu, while it's about a book and there's a lot of academics, I always wanted to make sure we were back on country in different communities, showing traditional practice and, and centering them and platforming them. So kind of while you've got all this political mess swirling up here underneath, Aboriginal people are still living on their land, connected to it, practicing these cultures, and we don't need an anthropologist or archaeologist to tell us that that's what we did, because we just know. So, I mean, it's kind of interesting. Oui, je trouve que ce que tu viens juste de dire, qu'on n'a pas besoin d'un universitaire pour nous dire les choses, parce qu'en fait, on les sait déjà. Alors moi personnellement dans ma vie professionnelle, c'est un point auquel j'ai aussi été confrontée, cette notion d'un savoir académique, d'un savoir littéraire, d'un savoir universitaire qui va s'opposer à ce que j'allais appeler un savoir de bon sens des gens, et cette espèce d'impression que en fait ils ne savent pas. C'est une tension qui parfois peut être quand même assez violente, et voilà, et quand on n'y est pas préparé ou qu'on l'a jamais conscientisé, on se rend compte de l'injustice profonde en fait que ça peut être. Et du coup, ça me renvoie aussi aux autres films et à ce que tu viens de dire. Et vous pouvez tous vous exprimer sur ce sujet, par rapport au fait de faire des archives, de documenter des savoirs qui malheureusement ne sont pas forcément honorés ou mis en valeur. Et qui vont se perdre parce que justement ils se transmettent par l'oralité, et qu'on sait tous, parce que ça existe à Tahiti, mais ça existe dans toutes les communautés, quelles qu'elles soient, que ces anciens sont souvent réticents à transmettre leur savoir, parce qu'ils savent qu'en fait leur savoir n'est pas valorisé. Ils savent que d'autres, des académiques, vont j'allais dire quelque part, dégrader leur savoir, et que du coup il y a cette espèce de tension et d'urgence. You want to go first? Yeah, that's completely right. There is a very strange relationship between academia and Indigenous people. On one hand, there's some incredible research that's been done. There are people who have preserved languages, who've actively gone out from academia and preserved, ceremony that maybe before it kind of failed to. Before they kind of disappeared in certain areas. But then on the other hand, there is also an industry around Indigenous research. And so there are academics who then, in the past, who feel like they own, the Aboriginal communities or Aboriginal people. And it's a kind of very colonial or maybe patriarchal kind of relationship. And that in terms of they know what's best, or, and even if you're directly refuting what they're telling you about your culture, they say, well, actually, no, I'm the academic, and I'm right. So it's a very competitive industry too, and a lot of people have made their careers off, studying my people, and so for them, they have serious skin in the game when someone challenges that, like this book does, because suddenly, if they admit that this book is correct, then their entire legacy is kind of gone. And it's a really fascinating world, and one I was not prepared for. I did not the kind of bitchiness, the kind of intensity of academia, and kind of the thoughts between them. A highly competitive, very cutthroat kind of world. But you're right, I think in terms of recording stories now, it's like in terms of, being able to redress that balance, we're able to do stories like this. There's a really great scene in the film where, while of these kind of archaeologists are arguing about maybe like dates, of like how old something is, well, you have like my auntie Lily sitting on the riverbanks of, the Brewarrina fish traps, which is over 10,000 years old, and she's like, well, they can tell us it's like, 1 week old, or they can tell us it's like 1 trillion years old. We just don't care, because we know they've always been here because our old people told us they're here. And it's if you go to other countries, UNESCO, categorize
a lot of these sites in Australia, there's no push for that. So it's only us really caring for this country and or these sites still, and unfortunately they're kind of eroding, and this history is being sort of stolen from us again. I hope that makes sense. Yeah. Alors, j'ai envie que tu réagisses, Mariva, pardon, parce que je suis absolument fan de Mariva, parce qu'il faut que vous sachiez qu'en plus, elle est aussi docteure en biologie. Voilà, elle a étudié les plantes. Non, on peut encore applaudir Mariva, parce que, voilà. Oui, hein, on peut, franchement. Et donc... Et donc, je pense que Mariva a été confrontée à ça, hein, donc, du point de vue de la biologie et de l'étude des plantes. Mais bon, voilà, si tu veux bien, Mariva. Oui. Alors, rapidement, effectivement, j'ai été confrontée à ça aussi, surtout parce que j'ai travaillé sur les plantes médicinales, plus particulièrement. Donc, c'est vraiment un domaine d'étude très particulier qui allie aussi bien la technologie avancée en sciences, et également toute une partie, tout un pan de connaissances ethnographiques, ethnologiques et surtout de connaissances traditionnelles, des savoirs traditionnels qu'il faut explorer. Et rien que ça, pour y avoir accès, en fait, on en parlait, je ne sais plus trop dans quelle table ronde, mais l'accès aux savoirs traditionnels, c'est quelque chose qui se mérite. Ça tombe pas du ciel. Il faut aller les chercher. Il faut travailler. Il faut suivre. Il faut écouter les anciens en parler et les utiliser, puisque au final, beaucoup n'en parlent peut-être pas forcément de manière très ouverte, ou ne transmettent pas oralement, alors encore moins à l'écrit, tout leur savoir. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et dans ces domaines-là également. Et donc tous ces savoirs traditionnels et peut-être un peu empiriques aussi, mais qui font partie d'un patrimoine immatériel, qui est un patrimoine qui est étudié par beaucoup de chercheurs dans beaucoup de disciplines, alors, non pas qu'ils sont perdus ni menacés, mais la difficulté de transmission et de réception des héritiers, des porteurs, fait que beaucoup de choses se sont perdues, continuent à se perdre, mais également beaucoup de choses se redécouvrent, se réinventent, sont revitalisées par beaucoup de pratiques très actuelles également. Et voilà, pour revenir également à l'Itera Mauri rapidement, concernant la littérature, quand l'Itera Mauri a été créée, l'association a été créée par Flora de Vatine, et elle l'a créée parce que à l'époque, donc c'était au début des années 2000, elle n'en pouvait plus, elle ne supportait plus tous les linguistes et les anthropologues qui venaient ici passer 3 mois, 6 mois sur le terrain et décréter du haut de leur diplôme que ce pays n'avait pas de littérature. Pas de littérature, donc pas de mémoire, donc pas d'histoire. Alors que c'est faux. Notre littérature existe depuis la nuit des temps. Elle ne prend pas la forme d'une littérature occidentale classique, mais elle existe et elle est transmise à l'oral depuis très longtemps, depuis toujours en fait. Et donc c'est ce qui a provoqué chez elle cette envie de créer l'association. Et donc pour parler de sauvegarde et de transmission des savoirs, c'est la transmission orale et l'écriture vraiment ne s'excluent pas. Et ça a souvent été un peu un paradigme de dire qu'une société à tradition orale dominante ne peut pas avoir de littérature. C'est ce qu'on croyait, ce que beaucoup croyaient, ou en tout cas c'est ce que beaucoup de gens disaient. Mais voilà, en fait, c'est juste faux.
Oui, merci de le rappeler. C'est vrai que c'est un point important. Alors, ce que Mareva vient de dire sur les savoir-faire et notamment sur tout ce qui est plantes me renvoie à votre film, puisque dans le film, on voit aussi des gens qui guérissent avec les plantes, qui ont conservé cette connaissance des arbres et qui même, et ça c'est très touchant, soignent les arbres. Voilà, comme si c'était des personnes qui en prennent soin, qui expliquent que voilà, c'est une relation, en fait, c'est un échange et que les échanges, ils ne se font pas qu'entre personnes, ils se font aussi avec les éléments naturels. Donc voilà, si vous pouvez en parler un petit peu également. Yeah, so in every indigenous communities we visited, they all say, we had science way before science. You know, science didn't start with science. We've known science. And in our film Mauri, the story of the healing of the kauri trees is an example of that, of the complexity of indigenous knowledge, of having all this relationship on so many layers of reality, of existence. It's what creates healing, it's what keeps the balance. So Tohe Ashby, so the New Zealand government has been spending millions of dollars trying to save the ancient, thousands of years old kauri trees, and they couldn't. The trees kept dying. And Tohe, who is a healer with deep, deep knowledge of Maori healing practices, which are also on so many levels. They have, even the healers, they work with each other. It's like, this is my expertise. And when he reaches his limit, he sends the person to the next healer. It's like, I don't have all the knowledge. And that deep respect for each other's knowledge is incredible. So Tohashbe looked into ancient stories about the relationship between the trees and the people. And people, the trees are people too. They are relatives. And that connection between the tree and the whale, he traced that. And the whale knew that his sibling, the kauri tree, was sick. And that for our Western minds, right? We grappa, we don't have that knowledge. We don't have that even comprehension. So he did discover this ancient medicine from a story and actually practiced it, brought the bone of the whale that sacrificed its life. It arrived at the beach at that time when they were having to heal the trees. It gave its life so they can take the bones, mix them with the tea tree and apply it to the trees, which provided the healing for its sibling, the tree. So yeah, the limitation of modern Western science is that we think like, this is the water, okay, this is the tape. We don't feel. He's a reductionist. We don't feel the interconnectedness. We don't feel the importance of the wind, of the tree, of the ancestor, of the dreams, of the sensation of each other. It's so reductive. I study biology or I study philosophy. I know exactly what I have to do. What do you know? I mean, the world is huge. We have to listen to an entirely different level that cannot be put in a book. This knowledge cannot be written in a book. It will be the stupidest book in the history of books because it will make no sense. This is a knowledge that is in your bone, is in your skin, is in every cell of your body, is a knowledge, ancestral knowledge, and that's the knowledge that connects us all. And that's the knowledge that can help us, hopefully, to make this world a better place if we listen more carefully. Alors, en parlant de connexion avec les éléments, je ne sais pas vous, mais je pense que dans un quart d'heure, il va pleuvoir. Un quart d'heure, on est bon, un quart d'heure. Donc, du coup, je ne veux pas jouer à Madame Météo, mais je crois que ça arrive. Du coup, on va passer... Je vais juste rebondir sur ces savoirs universitaires et savoirs autochtones. J'ai eu des expériences de fixeurs aussi au Vanuatu et des histoires que j'ai entendues sur... donc au Vanuatu, on a peu, malheureusement encore, de filmmakers locaux. Et on essaie de les encourager à faire pour ces raisons-là, en fait, pour toutes ces raisons. Parce que les gens qui viennent, les filmmakers qui viennent de l'extérieur faire des films sur le Vanuatu,
qui font du très bon travail, c'est pas la question, passent souvent en fait par justement ces savoirs universitaires avant de creuser plus vers les savoirs autochtones du peuple mélanésien. Et cela crée en fait certaines tensions dans certaines communautés, dans certains villages. Je vais pas dire où, qui, quoi, parce que je vais me faire des ennemis. Mais certains endroits, ils en ont marre en fait que ce soit des universitaires qui portent la parole sur leur histoire, sur leur savoir, sur leurs croyances, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai ce qui est dit. Enfin, c'est pas assez profond. Et c'est pour ça qu'on essaie d'encourager les jeunes filmmakers au Vanuatu de raconter leurs histoires, parce que eux, comme vient de le dire Maurizio, ils savent, c'est dans leur peau, c'est dans leurs os. Et ils n'ont pas besoin de ce soi-disant savoir universitaire étranger pour raconter ces histoires-là. Et ça sera beaucoup plus fluide et plus... voilà, donc on les encourage à faire ça. Et c'est une démarche assez difficile de leur faire... de dire en fait, de leur faire dire que non, les universitaires, ils n'ont pas tout le savoir sur votre vie. Et les filmmakers, nous non plus, en fait. Donc il y a besoin de cette reconnexion avec les savoirs autochtones quand on fait un film. Qui s'exprime aussi au travers de la langue, hein, puisque dans ton film, il est entièrement en vanuaté, enfin en langue voilà, en bishama, en langue locale, voilà. Et c'est une attention particulière, je sais aussi, du réalisateur. Yes, go. Et ensuite, ça sera à vous, préparez vos questions, parce qu'on n'aura que 10 minutes avant qu'il pleuve. C'est ça. I just wanted to say one of the current battles of the Mauri healers is that corporations are coming and they are taking indigenous medicine and patenting it, so the indigenous people cannot use their own medicine. They have to ask for permissions from corporations to use their own medicine. So that's a very, it's a battle that we need to be allies and really protest and make a stand that this is not owned by corporation, this knowledge, this medicine. Oui, c'est sûr qu'il y a aussi la question des savoirs qui deviennent un business, hein, on en a un petit peu parlé, et voilà, donc ils sont utilisés à des fins commerciales et qui du coup nécessitent aussi des protections. J'ai encore plein de questions, mais c'est votre tour. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un micro qui est là, voilà, on va vous... Il est de l'autre côté, pardon. Il arrive des deux côtés, il vous encercle. Il y a 2 micros. Bonjour tout le monde. Ma question. Ah, il y a un souci au micro, je crois. Attends, j'arrive avec le mien, du coup. Oui, c'est juste pour qu'on entende après qu'on puisse enregistrer ta question. Bonjour tout le monde. J'aimerais poser une question à Alan. Et je peux poser 2 questions. Alors, ma première question... en t'écoutant, Alan, ça me fait sourire parce que tu te décris comme étant un aborigène. Tu n'as pas la couleur de peau, ni les traits physiques, ni les cheveux. Et en fait, c'est juste pour faire un lien parce que je pense qu'on se ressent de ce côté-là. Je t'expliquerai après. Mais en fait, c'est pour faire le lien sur ma question, à savoir quelle définition est-ce que tu donnes au mot autochtone. Et ma deuxième question, c'est par rapport aux savoirs qui vous ont été délivrés par les autochtones, aussi bien pour la guérison, la guérisseuse et tout ça, mais comment vous avez fait, je veux dire, comme c'est ce qui a été développé, enfin qui a été montré dans le film, c'est vraiment poussé et étonné. Voilà, c'est par rapport à ça. Merci. Thank you for the question. Yes, unfortunately, I only got a quarter of my mum's very black skin, so unfortunately, it's got watered down somewhere along the way. But
Look, how I define like Indigenous or Aboriginal, I don't like those words anyway because they're words that sort of are placed on us. You know, we are not one homogenous group in Australia. There are over 200 tribal nations, and I would much prefer to refer to, if I had the opportunity to say, well, I'm Marawari Gomeroi, you know, and I know my country, and then, you know, as opposed to someone from up north. But you know, and caretakers of the land, that's how I would define, like, how you would say First Nations is those who have a divine connection to a particular land and a country, and a caretakers for that. I think that's how I would define, maybe in, you know, in my experience as an Aboriginal person, in Australia particularly, we say connection to country, and it is a very deep spiritual connection to country, and you know, our culture is very different from others in terms of the way we, everything for us is within nature and within cycles of nature, and the emphasis is not on maybe, you know, infrastructure and things like this. So I think it's those who walk on the land and who have done that for thousands of years who have a deep connection to country. I hope that answers your question. We asked for permission and they said yes or no. We were, with the Mauri healers, they had to do work on us first before we turned the camera on. Like, brutal work. It was really painful. Every Mauri healer said, first on the table, first come with me to the ocean. I need to cleanse you first. Leave the camera. So sometimes we were told different things, like maybe yes, maybe not. We have to listen. I have to ask the elders. The elders said no. So it was a dance. It was not given. It was not like, yeah, come and we will share with you everything. It was a journey in which we just had to surrender and trust that we will be given what serves the greater good. Yeah. That was our prayer. Use us as conduits that helps collective healing. And from that... Yeah, absolutely. And we had, for example, in Kenya, we arrived in a territory with our Maasai friend, and they told us, oh, there is this ceremony like 20 minutes away that happens only every 20 years. And has never been recorded, not even an iPhone. Some British university offered them tens of thousands of dollars to record that ethnographic moment. And we asked through our friend, can we film it? They looked at us and said, no. Okay, we went away. A day later, they came chasing us all over the country. They came chasing, no, we spoke with the elder. They say yes. And we had a chance in our film to film this event that has never, ever been seen on camera. And in Canada, they put us through sweat lodges, in freezing cold rivers, back into the sweat lodges, back and forth. But I also feel like the elders know that this is the time that this knowledge can help all of humanity and Mother Earth. Mother Earth needs this. If we would survive, we are on brink of we are in the 6th extinction. They know that. They know through their stories. So they're listening for who is listening to their knowledge. They feel times are turning, and their knowledge actually can serve our home to save our home. There have been many prophecies. And white people are ready to listen. That's what they're, in a different way, not by extracting and using, but really to listen for the greater good. Yeah, I would say we encounter many prophecies in these different places we visited. They were saying that the time are changing. I'm sorry, but we'll see that the time are changing. We are facing some incredibly dark moment in the history of humanity, which happened before probably many times. But now it's up to us to listen to Mama, to listen to our mother, listen to our elders, and trying to find a way to get peace with all this and be guided to what's needed to
make the world a better place. Because this doesn't work anymore. Doesn't work anymore. Capitalism, patriarchy, modernization, modernity doesn't work anymore. We know it. Et du coup, il resterait un temps pour une dernière question. Après, j'ai senti une goutte, donc ça va peut-être être dangereux comme aventure. Qui c'est qui avait une question du coup? Yorana tout le monde. Alors, en fait, quand je vous entends, les trois et les quatre cinéastes devant, en fait, vous racontez l'histoire du Pacifique et son peuple primaire. Il y a le côté autochtone, mais il y a aussi le peuple primaire. Moi, je viens des îles éloignées. On sait que la Polynésie est grande comme l'Europe, je t'entends parler. Et c'est que on a une histoire qui a écrit chez nous, qui a exposé la bounty à Tuboué. Et c'est vrai que cette partie du monde est entourée chez nous par des Anglais, des Anglo-Saxons. Et depuis des décennies, c'est les Anglais qui étudient notre peuple. C'est récent, quoi, pas de Vatine, qu'on commence à comprendre qu'il faut qu'on étudie nous-mêmes notre peuple, qu'on ne se connaît même pas. Parce que je me rends compte que moi, quand je viens à Tahiti aujourd'hui, je me sens étranger. Dans ce sens. Je lisais la lecture de Jim Morrison sur l'histoire du bounty. Je rejoins cet homme. Quand on l'a traduit en français, il n'a plus la même valeur. On n'a pas traduit de la même manière sur l'existence du peuple qu'ils ont rencontré, les autochtones. Alors je me pose la question, à quel moment vous pensez qu'on dit la vérité? Merci. Oh, I thought that's a big question, look, I think it's generally for me, like just in my personal thing, it is my relationship with, you know, other Aboriginal people and our shared connections, and through that trust is when things are truly truth-telling. You know, we talk about truth-telling a lot in Australia. It's what we've been calling for a long time, a very like harsh look back at our history. But you're right. I mean, our history in Australia is all written by white people, and so people learn that, and they have a very, you know, then they have a very dubious view of Aboriginal people, and it's not the truth. And so lately, I think, how do you know when you've got to the truth is like when you really hit a nerve, I think, and also that you are in collaboration with an agency with Aboriginal people. Because for me, I don't go into a film or if I'm going to make something that is about social change, I think I want the truth, and to do that, I don't go in with any idea of how that film will be. I don't, you know, I let people guide me through it, and so they are telling their truth, and then all I can do is put that together and make sure that that is the kind of the most truest representation of someone's voice, essentially. And for, you know, and that's important archive for future generations, I think, because now finally we have, like, the door is slightly open for us Aboriginal storytellers in media to get in there and start making things and redressing the narrative so that younger people, when they're older, when people pass away, they can see the real truth in these films and books, etc. Merci pour ta question, parce que c'est vraiment une question très intéressante. Mais alors personnellement, j'ai pas de réponse. Je ne saurais pas comment te répondre à la question
à quel moment dit-on la vérité? La première question qui se pose, je pense, c'est à quel moment détient-on la vérité sans forcément la dire? Et même ça, je ne sais pas. À quel moment on sait qu'on a une vérité? Je ne suis même pas sûre que la vérité existe. On la cherche tous, en fait. En revanche, je pense qu'on a tous, au-delà, donc cette table ronde s'intitule Reconquête et revendications identitaires. Si on parle d'identité, ce concept est étroitement lié aussi à la vérité. Et je pense dans ce cas-là qu'avant de parler de reconquête et de revendication, il faut parler de responsabilité d'abord. Qu'une identité, ce n'est pas un bloc monolithe unique, c'est tissé, c'est un POE, c'est tissé de plusieurs... De dizaines et de dizaines de fibres qui s'ajoutent avec le temps. Et on a une responsabilité dans la construction, enfin dans le tissage de cette identité. Et on a aussi une responsabilité encore plus grande dans la transmission de cette identité. Donc peut-être que c'est des choses auxquelles je pense régulièrement, assez souvent, et pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Par rapport à la question de la vérité, en ce qui concerne mon film, c'est un film qui parle de l'histoire. Je dirais pas un film historique, mais la vérité historique. Je me suis aperçu en faisant ce film que les gens, souvent, qui racontent l'histoire, c'est pas qu'en faisant ce film que j'ai vu ça, les gens qui racontent l'histoire d'un pays ou autre, c'est souvent ceux qui ont gagné. Ces gens qui ont gagné une certaine bataille qu'il y a eu au Vanuatu. Ces histoires qui sont racontées dans notre film sont des histoires qui ont été tues. Et parce que ceux qui ont gagné l'indépendance, telle qu'eux la voulaient, ont décidé de dire ben non, ces histoires-là, en fait, on n'en parle pas dans les livres d'histoire. On va raconter notre histoire, notre vérité, qui est vraie. Ils racontent ce qui s'est passé, c'est leur vérité. Ce ne sont pas des mensonges. Mais l'autre histoire à côté a été cachée, omise. Donc où est la vérité dans tout ça? Chacun a sa vérité. Et en tout cas, là, pour un thème historique, tel que l'indépendance du Vanuatu, la vérité, elle est partout. Elle est dans chaque histoire de chacun. Quand on raconte une histoire, une anecdote, nos mémoires sur un événement, on ne ment pas. C'est notre vérité. Après, chacun en fait l'analyse qu'il veut. Mais voilà, c'est ce que je voulais répondre un petit peu à ta question. C'était peut-être pas très clair, mais voilà. Tout ce débat, c'est un peu la conclusion, hein. J'allais proposer qu'on finisse, mais du coup, je t'engage à conclure, Raymond. On dépasse un peu. Non, tout ça, ça me fait penser à une phrase de Gandhi. Il disait chacun a raison de son point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Chacun a raison de son point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort, parce que c'est la somme des points de vue qui peut devenir la vérité. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Raymond. Merci à tous d'être venus avec nous aujourd'hui pour cette très intéressante échange. Merci beaucoup. Merci pour vos films. Et puis, voilà, à vous. Merci d'être là avec nous. Et le FIFO dure jusqu'à dimanche, donc n'hésitez pas à revenir. Merci. Et merci aussi pour la modération, Myriama. Et voilà, donc on va faire une petite pause et puis de toute façon, la pluie est en train de nous chasser, donc on va faire le nécessaire de toute façon pour voir comment ça va se passer dans l'après-midi. Mais voilà, du coup, on fait une petite pause dans les tables rondes et on reprendra cet après-midi aux alentours de 13h30 avec présentation du Festival des Arts du Pacifique. Et on verra si ça se passe, je pense par sécurité, on va